Alors bonjour, nous allons aujourd'hui continuer le cours concernant l'ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Deuxième partie, concernant l'organisation logicielle de l'ordinateur. Donc qu'est-ce qu'un logiciel informatique? Donc nous avions parlé des deux dimensions de l'ordinateur, la première matérielle dans la présentation précédente et aujourd'hui le logiciel. Alors, le logiciel, c'est la partie programmable mais non matérielle de la machine. C'est ce qui va faire le lien entre le matériel informatique, qui va être totalement inerte, que nous avons vu à la première partie, jusqu'à vous, l'utilisateur. Et donc vous allez voir, on va analyser aujourd'hui le continuum qui existe entre ces deux pôles, le matériel et l'utilisateur, et nous allons voir voilà, les différentes couches successives, notamment le système d'exploitation, les applications, et voilà. Alors, quand on parle de programmation informatique, on parle très vite de langage, et on va parler d'une notion de bas niveau ou de haut niveau. Donc on parle d'un bas niveau d'abstraction ou d'un haut niveau d'abstraction par rapport au matériel informatique. Et donc là, typiquement, les éléments qui seront de haut niveau seront des éléments qui seront plus proches de l'utilisateur, alors que les éléments de bas niveau seront beaucoup plus proches du processeur, de la carte graphique, du réseau. On va voir ça en détail. En tout cas, ce qu'il faut voir dans ce processus, dans ces différentes couches, c'est que vous avez des tonnes de rouages, comme vous avez au milieu ici, qui permettent de faire fonctionner l'ensemble. Et on va essayer de continuer la métaphore du rouage. Alors, le principe de base au niveau du logiciel, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. L'encapsulation, ça veut dire construire des capsules complètement étanches dont on peut prévoir à l'avance les entrées et les sorties. Et on va connaître le comportement sans savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc voici, on avait les rouages tout à l'heure, les différents rouages du logiciel informatique qui fait tourner la machine, et on va pouvoir éventuellement, à l'intérieur d'un rouage, avoir d'autres sous-rouages qui seront représentés par du code informatique, mais ce rouage sera complètement masqué dès qu'on sera sorti de la programmation de ce même rouage. Voilà, et donc on reste à l'échelle macro, et là par exemple vous avez un programme, ici vous pouvez avoir le système d'exploitation, ici vous pouvez avoir un driver, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, mais ce sont des choses qui sont des boîtes. Alors autrement dit, voilà, on a une autre manière de représenter un programme. Nous avons un programme qui est une boîte noire, vous avez une entrée A, une entrée B, qui vous donne un résultat qui va dépendre de ce que le programme va faire. Alors voilà, alors évidemment à l'intérieur du programme il va y avoir plein de rouages, plein de choses, mais vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on fait des boîtes noires, comme ça c'est plus simple de gérer des boîtes noires que des tonnes de lignes de code qui pourraient vite se mélanger. Alors voici un exemple, par exemple ouvrir un fichier. Donc on a parlé la fois dernière de mémoire de stockage et de mémoire de travail. Et bien ouvrir un fichier dans un logiciel, ça va être une opération qui va consister à prendre un emplacement sur le disque dur et aller placer le contenant du fichier dans un emplacement de la mémoire de travail, tout simplement. Et donc l'entrée sera un lien qui correspond au début du fichier sur le disque dur, et en sortie nous aurons une variable qui stockera l'information qui était au départ dans le disque dur. Voilà, et on ne sait pas exactement comment ça se passe, en tout cas là quand je vous en parle je ne sais pas ce qu'il y a dans la fonction ouvrir un fichier, mais je sais ce qui rentre dans la fonction et je sais ce qui sort de la fonction. Deuxième exemple, beaucoup plus trivial, multiplier. Je prends un entier A, je prends un entier B, je les multiplie, je ne sais pas comment ça va être fait, et j'ai un résultat. Il y a plusieurs manières de multiplier, soit on connaît le signe multiplier et on fait A fois B, ou soit on fait A plus A plus A plus A, et le nombre de fois qu'on fera cette opération sera B. Voilà. Donc voilà deux manières de faire une multiplication, et on n'a pas besoin de le savoir, on a juste une fonction qui s'appelle multiplier, on lui donne deux entiers, on obtient le résultat, et on est content comme ça. C'est l'intérêt de l'encapsulation, c'est que ça permet de réduire le nombre de problèmes à résoudre.
Alors, maintenant, nous allons faire un voyage du plus bas niveau au plus haut niveau de la programmation. On parle à nouveau pas de niveau du programmeur ou de difficulté, etc. On parle vraiment du bas niveau d'abstraction au haut niveau d'abstraction. Alors, vous allez voir le bas niveau d'abstraction, vous allez comprendre tout de suite les aspects concrets. Parce que nous allons partir dans le bas niveau du processeur, de la carte graphique. Vous allez voir très vite qu'on a très peu d'instructions et qu'elles sont très très simples. Et par contre, on va avoir des programmes qui vont s'exécuter à très haute vitesse. C'est le très grand avantage. Mais le problème, c'est que vous avez peu d'instructions, donc pour programmer quelque chose de très simple, il faudra énormément de code. Alors, si on passe à travers le rouage, on monte progressivement de niveau, on arrive vers du programmation de haut niveau. Là, on va avoir énormément de jeux d'instructions, des choses, beaucoup d'aide pour construire son code, mais du coup, on aura aussi des programmes beaucoup plus lourds. Alors, commençons au plus bas niveau. Le plus bas niveau, c'est-à-dire le processeur. Alors, le processeur, je vous avais dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais je vais quand même vous montrer ce que c'était dans le détail. Enfin, plus dans le détail de ce que on a vu jusqu'à présent. Là, vous voyez derrière le plan du processeur et je sais pas, je saurais pas vous expliquer qu'est-ce qu'est quoi, et ça, c'est pas grave, on s'en fiche, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dedans, il y a 1,750 milliard de transistors. Alors, ce chiffre-là, il est totalement approximatif, c'était un des processeurs d'il y a un ou 2 ans. Aujourd'hui, les processeurs sont encore plus fournis en processeurs, en transistors. Le transistor, c'est un composant informatique vraiment de base qui va servir à construire différents opérateurs. Donc par exemple là vous avez une boîte que j'ai mis ici qui est pour faire une addition binaire. Donc une addition de deux nombres binaires, donc des 0 ou des 1, se fait à la partir de ce circuit-là. Ce circuit, il va utiliser plusieurs opérateurs. Voilà, ici vous avez des opérateurs. Et voilà, des opérateurs. Et chacun de ces opérateurs va être composé de plusieurs transistors. Alors, on va utiliser la notion d'encapsulation à nouveau pour créer une fonction qui va être un et, un ou exclusif, des choses très très basiques comme ça, qui vont permettre, combinées entre elles, de pouvoir faire cette addition binaire. Et ensuite, si on veut faire une addition entre deux chiffres qui ne soient pas binaires, donc des chiffres en base 10, comme nos chiffres naturels, eh bien, on va combiner plusieurs additions binaires pour pouvoir obtenir un chiffre. Voilà. Donc vous imaginez bien le nombre d'opérations qu'il faudrait si on devait tout programmer de cette manière-là. C'est complètement impossible, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille. On va utiliser la programmation du microprocesseur pour des opérations de très très simples et qui vont être utilisées après à d'autres échelles. Alors, voilà un petit exemple de langage de programmation. On a à gauche le binaire, qui est vraiment les instructions avec des 0 et des 1, donc absolument incompréhensible par qui que ce soit. Et à droite, une représentation humanisée de ce même code. C'est un langage qu'on appelle l'assembleur. Donc l'assembleur, c'est un code un peu barbare qui va ressembler quand même à des caractères. On va retrouver des mots, hein, même si donc là on va on retrouve move pour déplacer une variable vers une autre. Voilà. Bon, je connais pas grand chose à ce programme, mais voilà, ça c'est. Donc, le jeu d'instructions du processeur en assembleur va être composé d'un très petit nombre de fonctions extrêmement basiques. Ça va être la lecture et l'écriture dans la mémoire, ça va être des calculs, ça va être des déplacements dans le programme, ça va être des comparaisons entre deux valeurs, donc des conditions, si telle chose est plus grande que l'autre, alors, et bien éventuellement on peut se déplacer dans telle zone du programme, ou sinon on se déplace dans une autre zone du programme. Voilà, donc ça ce sont vraiment les structures de base de l'informatique qu'on va retrouver à cette échelle-là, mais pour faire des opérations extrêmement rudimentaires. Alors, les avantages du langage assembleur, c'est que ça a une exécution qui est absolument rapide. On est sur des processeurs qui sont de 2 GHz, 2,5, 3 GHz, c'est-à-dire des milliards d'opérations par seconde. Et il faut très peu d'opérations pour faire des choses simples.
Mais l'inconvénient, c'est que si on devait programmer en assembleur, ça serait infernal. On ne pourrait pas faire des programmes très complexes. Donc c'est pour ça qu'on a au fur et à mesure développé d'autres langages qui permettent de faire des couches, d'autres couches. Donc toujours par encapsulation. Donc on fait un très petit programme en assembleur qui derrière pourra être réutilisé dans un langage un peu plus évolué, qui va être réutilisé plusieurs fois, etc. Donc c'est ainsi que sont nés les langages de programmation. Les langages de programmation, ils sont dans un langage naturel, c'est-à-dire proche de l'anglais. Alors ils proposent un bien plus grand nombre de fonctionnalités puisque on va bénéficier dans un langage de programmation de bibliothèques de fonctions. Les bibliothèques, c'est des listes de fonctions préécrites potentiellement en langage système, en langage assembleur, ou des fonctions système proposées par le système. Donc on va retrouver ensuite deux types de langages. Les langages qui sont compilés, qui vont être convertis en assembleur. Donc c'est simplement une traduction. On commence par faire du code en anglais qui va ressembler, enfin qui va être de l'assembleur après. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des sources qui vont être des documents texte et à l'inverse des exécutables qui seront par exemple vos programmes sur PC, ils sont en .exe, ce sont des fichiers sauf qu'ils sont exécutables, et sur Mac on aura des applications .app il me semble. Donc la plupart des programmes installés sur vos machines sont des exécutables. Ils sont construits comme ça. D'abord, ils sont construits en langage de plus haut niveau, proche de l'anglais, et ils sont compilés pour en faire des programmes exécutables. Et donc on peut plus ouvrir, on peut plus savoir comment ils sont faits dedans. C'est à nouveau une boîte. Et l'autre type de langage sont les langages interprétés. Et donc là, on va avoir une couche logicielle qui va exécuter les instructions en temps réel. Et donc par exemple les langages du web. Et on va en parler un peu plus tout à l'heure quand on parlera des langages de haut niveau. Alors, dans les langages de programmation, que ce soit de bas niveau, de haut niveau, on a toujours les mêmes caractéristiques. Première caractéristique, un langage de programmation est prévu dans une langage très précise. Le compilateur va aller interpréter cette syntaxe, et si la syntaxe n'est pas respectée, il ne saura pas comprendre le langage. C'est pas du tout intelligent, c'est juste une suite de mots qui nous paraissent ressembler à de l'anglais, mais pour le processeur, c'est juste une suite de mots, pour le compilateur. Nous allons avoir ensuite des instructions qui vont être des commandes, des opérations, ce sont des sous-programmes. Je parle aussi de fonctions, vous verrez tout à l'heure un exemple de fonction. On a également un élément super important qui sont des variables. Les variables, ce sont des zones dans la mémoire qui permettent d'abriter des valeurs qui vont changer en cours d'exécution du programme. Donc ça peut être des compteurs, ça peut être, comme là je parlais d'un fichier, on peut imaginer que on ait une variable qui contienne du texte, un fichier texte par exemple qui sera en mémoire, sera dans une variable. Après on va avoir des conditions. Donc les conditions, ça sera des si telle chose est différent de telle chose, ou si telle chose est égale à une autre, alors on va faire telle ou telle chose, sinon on va faire telle ou telle chose. Donc ça c'est la structure de base de la condition. Et puis enfin nous avons les boucles extrêmement importantes, ça permet de faire des opérations répétitives, et la programmation est extrêmement repose beaucoup sur les boucles. Alors voilà, je ne veux pas vous faire un cours de programmation, mais juste pour que vous ayez une idée de ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble. Là, nous avons ici la condition. Vous avez un petit diagramme à droite qui permet de représenter sous une forme graphique ces instructions. C'est extrêmement simple néanmoins. Vous avez si x est inférieur à y, if x inférieur à y, on fait telles instructions. Else, ça veut dire sinon, on va faire telles autres instructions. Voilà, on a deux blocs de programme qui vont s'exécuter en fonction d'une condition. Voilà. Alors ensuite, deuxième exemple, la boucle. Donc là, nous avons deux boucles qui sont indiquées. C'est pas très important de comprendre exactement le détail, mais vous avez une boucle qui va s'afficher tant qu'une condition est vraie. Voilà, bloc d'instruction exécuté 1, 2, 3, n fois, le temps que la condition sera vraie. Donc on aura un test ici, comme si on avait un if.
Et dans l'autre système, on a un compteur. Donc on va partir d'un compteur qui va être une variable qui va s'appeler i par exemple. Donc i qui va prendre la valeur de 0 à la première fois. Tant que i sera inférieur à une valeur, on va réaliser le bloc d'instruction. Et puis à chaque fin de bloc d'instruction, on va ajouter 1 à i. Et comme ça, on va passer par 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que notre i ait atteint le seuil, le plafond qu'on souhaitait atteindre. Donc vous avez à nouveau, ici, le système de diagramme qui permet de comprendre comment c'est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple de code. Donc ici, je vais vous montrer une fonction. Alors une fonction, c'est un rouage ou bien une boîte noire. C'est vraiment un système qui prend une entrée et une sortie et qui possède un nom. Donc ici, nous avons une fonction qui s'appelle Eratosthène et qui prend une entrée qui est une variable qui est size. Voilà. Et en principe, on aura une sortie. Une sortie qui va prendre souvent la forme de return, et à l'intérieur, on aura une variable qui sera rentrée. Ou bien return true, pour dire que tout s'est bien passé, le retour sera vrai. Ou bien si ça s'est mal passé, on va avoir un retour négatif, return false. Mais ça, c'est pas très important, mais ce qui est important, c'est que dans une boîte noire, il y a une entrée, il y a une sortie. Alors, quand on regarde à l'intérieur de la fonction, on va retrouver plusieurs éléments qu'on a vus jusqu'à présent. Donc ici, déjà, nous avons des variables, idx égale 1, prime égale 3, donc on affecte des valeurs numériques à ces deux variables. Ensuite, nous reconnaissons le while que nous avons vu précédemment, donc la boucle. Donc dans la syntaxe de ce programme-là, on n'a pas de parenthèse, mais c'est pas très grave. On voit qu'il y a une indentation qui permet de repérer qu'est-ce qui est lié à quoi. Et nous avons ici une condition, tant que prime est inférieur à size, alors on va effectuer des opérations. La première chose, ça sera une condition qu'on retrouve ici, qui commence à if et qui se termine à end. Et puis à l'intérieur, à nouveau, des opérations, des instructions. Et puis enfin, nous avons à nouveau une boucle ici, tant que j sera inférieur à la taille, size, divisé par prime. Voilà. Alors si on revient maintenant sur notre notion d'engrenage, les engrenages qu'on va trouver dans notre machine, donc c'est des machines virtuelles, hein, on n'est pas de programme comme on vient de le voir, on va retrouver différents types de choses. On va retrouver des bibliothèques qui sont des ensembles de fonctions toutes prêtes, qui sont utilisables par le programmeur, qui sont pas du tout des programmes utilisables par n'importe qui, c'est juste des fonctions qu'on va appeler avec leur nom et en leur donnant des variables et on va recevoir des choses. Ensuite, on va également avoir le système d'exploitation lui-même qui va fournir un très grand nombre de bibliothèques. Tout simplement des fonctions pour ouvrir des fichiers, pour lire, écrire. C'est des choses qui seront faites de manière automatique grâce au système. On va également retrouver le système de fenêtres, tout simplement, si on veut afficher des choses dans différentes fenêtres, ça va s'afficher toujours à peu près de la même manière dans le système, c'est bien parce que c'est le système qui gère ces fenêtres. Et puis on va également retrouver les entrées-sorties. Le système d'exploitation va nous donner l'accès à l'écran, va nous donner les entrées du clavier, de la souris, etc. Voilà. Ensuite, nous avons un autre élément qui s'appelle les frameworks, qui sont des ensembles de bibliothèques qui sont utilisés pour programmer, qui sont des ensembles cohérents, qui permettent de programmer de manière beaucoup plus efficace. On programme avec un framework, ce qui permet de gagner beaucoup de temps en programmant toujours avec les mêmes des instructions spécifiques. Et ensuite, nous avons une autre dernière notion qui est importante, ce sont les API, Application Programming Interface, qui sont les moyens les plus actuels, les plus modernes pour faire communiquer deux applications entre elles. Donc ce sont des fonctions qui sont accessibles à l'extérieur entre une application et une autre et qui vont permettre de donner des résultats par rapport à une entrée. Voilà, donc toujours la même logique de boîte, mais appliquée de différentes manières.
Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de langages de programmation de haut niveau. Alors les premiers sont des langages qui sont des langages d'exercice, d'apprentissage, et puis le deuxième est un langage que vous connaissez peut-être, en tout cas qui est utilisé dans votre navigateur au quotidien. Alors commençons. Alors le premier langage de programmation haut niveau que je vais vous montrer, donc vous voyez bien qu'on se situe dans une application, donc on a bien une application, un programme qui va exécuter du code qui va être réalisé par l'utilisateur. En l'occurrence, le code va être totalement visuel, mais vous allez retrouver exactement la même structure que ce que je vous montrais tout à l'heure. Nous avons ici une boucle, ici nous avons une condition, nous avons aussi un système d'imbrication avec un début, une fin pour chaque zone. Alors bien sûr, voilà, le if quelque chose, alors on n'a pas le sinon, mais on pourrait très bien l'avoir. Donc voilà, ça c'est un langage de programmation totalement visuel qui est enseigné aux élèves au collège. Alors voilà ici un autre outil d'apprentissage de la programmation qui qui fonctionne sur un iPad. Alors c'est le Swift, c'est le langage Swift qui bénéficie d'un environnement d'apprentissage fourni par Apple, qui est graphique. Là, ce sont des exercices qui permettent de faire se déplacer le petit personnage qui est là et le faire partir d'un point A à un point B et en utilisant des instructions que vous allez retrouver ici. Donc là, ce sont des fonctions à nouveau que vous allez voir, des fonctions pour aller vers l'avant, aller vers l'avant, tourner à gauche, aller en avant, aller en avant. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, on apprend à faire des boucles pour dire de répéter 3 fois aller vers l'avant, etc. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple beaucoup plus solide, qui est un exemple qui est utilisé au quotidien, y compris dans le site Moodle que vous utilisez pour ce cours. C'est JavaScript. JavaScript est un langage qui est utilisé dans votre navigateur pour réagir directement avec l'utilisateur. Il faut savoir qu'une page web, au départ, c'est juste un fichier texte qui permet d'afficher, de décrire le contenu d'une page. Mais c'est totalement statique. Et il n'est pas censé se passer quoi que ce soit quand vous bougez la souris. Mais vous savez bien par expérience que quand vous êtes sur Internet, vous avez la possibilité de faire du glisser-déposer, de modifier des choses, d'ouvrir des menus, des choses comme ça. Ce sont des interactions que vous pouvez avoir avec la souris ou avec le doigt, qui sont programmées dans un langage de programmation qui est exécuté en temps réel au moment où vous utilisez votre navigateur internet. Alors ça permet également d'interroger un serveur sans recharger la page. C'est comme ça que quand vous remplissez un formulaire, vous commencez à taper le début des informations et on va vous donner l'intégralité, toutes les options qui sont possibles. C'est ce qu'on appelle l'autocomplétion, ou bien de remplir automatiquement le formulaire avec des éléments qui sont intégrés sur un serveur distant. Alors ce système de JavaScript repose sur plusieurs couches logicielles, comme vous pouvez vous en douter, car vous êtes l'utilisateur. Vous avez en face de vous ce programme qui est réactif, et en fait ce programme réactif en JavaScript communique avec le navigateur, puisque c'est le navigateur qui interprète le programme. Le navigateur fait le lien avec le système d'exploitation. Et le système d'exploitation va communiquer avec le matériel, que ce soit le processeur pour faire du calcul, que ce soit la carte graphique pour afficher le résultat à l'écran, ou que ce soit le réseau pour aller chercher sur Internet les informations nécessaires ou pour les envoyer. Et donc si on veut avoir une idée plus globale de ce qui se passe au moment où vous tapez quelque chose dans votre navigateur et que vous avez un retour depuis un serveur, on va arriver à un schéma de ce type-là. Donc on part de la gauche, en haut, l'utilisateur, c'est vous. Vous êtes en train d'utiliser une application qui va communiquer avec le système d'exploitation, qui va parler avec le matériel informatique. Le matériel informatique, c'est notamment la carte réseau. La carte réseau est reliée avec votre routeur, qui va vous permettre d'accéder à Internet, à un ordinateur, 2 ordinateurs
qui vont pouvoir faire la transition. Là, vous en avez des dizaines, hein, des centaines peut-être, jusqu'à arriver au serveur, par exemple le serveur de YouTube, où vous allez communiquer avec le matériel informatique, puis le système d'exploitation qui est probablement un Linux. Et puis, au final, vous allez arriver à l'application qui va gérer l'accès aux données, qui va vous donner vos données et qui va les renvoyer en sens inverse. Pam, 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 et on retraverse Internet et pam, 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 on repasse par votre matériel informatique, vos systèmes d'exploitation, vos applications, et on revient à l'utilisateur. Et là, vous avez l'information qui permettent de compléter celle que vous aviez tapée. Donc voilà, ça c'est un exemple de fonctionnement d'un langage de haut niveau qui va pourtant traverser toutes les couches informatiques qui vont permettre d'atteindre une autre application très loin. Donc voilà, c'est vraiment merveilleux Internet. c'est complètement fou d'imaginer tout ce qui se passe et la vitesse à laquelle ça se passe. Mais c'est du bonheur, ça fonctionne. Alors vous repérez ici que contrairement aux applications, aux ordinateurs des utilisateurs, qui ont les 4 couches, j'ai représenté les serveurs avec seulement 3 couches parce qu'un serveur n'a tout simplement pas d'utilisateur en face pour vous répondre. Vous n'avez personne qui va gérer les informations et dire oui, il faut bien les envoyer. C'est un logiciel, un algorithme qui va définir est-ce que la personne peut avoir ces informations ou pas et les envoyer. Alors maintenant, justement, je parlais à l'instant de la notion d'algorithme, ben on va approfondir un tout petit peu cette notion. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? J'ai trouvé cette définition que je trouve assez sympa parce qu'elle est très simple. C'est une définition de Gérard Béric, un chercheur en informatique. Alors, un algorithme, c'est tout simplement une façon de décrire dans ses moindres détails comment procéder pour faire quelque chose. Il se trouve que beaucoup d'actions mécaniques, toutes probablement, se prêtent bien à une telle décortication. Le but est d'évacuer la pensée du calcul, afin de la rendre exécutable par une machine numérique, un ordinateur par exemple. On ne travaille donc qu'avec un reflet numérique du système réel avec qui l'algorithme interagit. Donc l'algorithme, c'est donc une modélisation du mode opératoire qui permet de faire les tâches à la machine de manière automatique. Alors l'algorithmique aujourd'hui a beaucoup évolué et on est passé d'une approche simple qu'on avait au départ à quelque chose de beaucoup plus complexe maintenant. Alors l'approche simple, c'était simplement une simple suite d'instructions plus ou moins complexes pour réaliser des opérations à peu près similaires. Même si on peut avoir des variabilités, on est sur des choses relativement simples. Alors typiquement, c'est un exemple assez frappant, c'est la différence entre les échecs et le Go par rapport à l'approche de programmation pour ces deux situations. Pour les échecs, Big Blue a battu Kasparov aux échecs en analysant systématiquement tous les coups jouables après son propre coup, pour voir quel est le coup le plus rentable, le plus donnant la plus grande chance de gagner derrière. Alors que dans l'algorithmique moderne récente, on est dans l'algorithmique de l'intelligence artificielle, on est sur de l'apprentissage par la machine, le machine learning, on est sur de la programmation d'algorithmes qui vont être apprenants. Donc on va les former à apprendre un certain type de situations, d'analyser des comportements humains sur des très grandes quantités de données et de pouvoir après simuler ce comportement ou le prévoir. Donc on est carrément sur une autre dimension. Et c'est ainsi que le système AlphaGo de Google a pu gagner au Go contre Lee Sedol. C'est un jeu, le Go, où on n'imaginait jamais qu'un ordinateur aurait pu battre un humain, tout simplement parce qu'on ne peut absolument pas procéder de la même manière que pour les échecs en prévoyant tous les coups, tout simplement parce que les coups ne sont pas prévisibles, c'est beaucoup plus complexe que les échecs. Et en fait, ça a été réussi en changeant l'algorithme, en passant par de l'apprentissage de parties, d'un grand nombre de parties, et ça a permis au logiciel AlphaGo de gagner. Et évidemment avec une très grande dose de machine derrière, énormément de puissance de calcul.
Alors ensuite, je voulais parler des différents types de programmes en vous présentant deux typologies. Le premier, c'est par type intrinsèque de programme. Donc on va retrouver quatre familles. La première, vont être les logiciels système, avec à l'intérieur le système d'exploitation. Le système d'exploitation, on en a déjà un peu parlé, ça va être le programme qui va être central dans votre machine, qui va vous permettre de coordonner les différentes pièces électroniques de la machine et de fournir l'interface à l'utilisateur. Il va faire le lien avec le disque dur, la souris, le clavier, et il va permettre d'utiliser tout ça, de lancer les programmes, et voilà. Ensuite, vous allez avoir, toujours dans la famille des logiciels système, les utilitaires. Les utilitaires sont des programmes qui servent à aider à la gestion du système, et l'utilisateur va pouvoir faire de la maintenance, par exemple, grâce à des utilitaires. On peut être sur des logiciels de compression aussi, ça va être dans la famille des utilitaires. Ensuite, on a ce qu'on appelle les drivers. Les drivers, ce sont des programmes qui servent de manière très spécifique pour faire fonctionner un matériel donné. Alors typiquement, quand vous mettez votre clé USB dans votre ordinateur pour la première fois, une clé USB que vous venez d'acheter, eh bien votre système d'exploitation va aller rechercher le driver qui va correspondre à la clé et lui permettre, va l'installer et le faire fonctionner. C'est ce qui permettra au système de savoir lire la clé. Alors ça fonctionne pour tous les matériels, ils ont des drivers. Et le système intègre évidemment beaucoup de drivers pour votre carte son, ou toutes les cartes son possibles, pareil pour le réseau, etc. Alors ensuite, on va retrouver la grande famille des applications, donc là on rentrera dans le détail un peu plus prochainement. Mais donc là, on parle des logiciels exécutables que vous installez sur votre machine. Vous double-cliquez pour les ouvrir, vous avez une interface spécifique et puis vous quittez quand vous en avez envie. Voilà, ça on parle des applications. Ensuite, on va avoir un autre type de logiciel qui vont être les plugins. Les plugins vont être des logiciels qui vont s'intégrer à l'intérieur d'un autre programme de sorte à étendre ses fonctionnalités. C'est par exemple un plugin qui va être dans le navigateur. Par exemple, vous connaissez peut-être le plugin Flash qu'il faut si possible éviter d'utiliser, mais qui vous permet de lire des programmes qui ont été écrits en Flash. Et puis enfin, dernier type de logiciel, sont les logiciels malveillants, les malwares ou les virus. Ce sont des programmes qu'on va chercher évidemment à éviter, qui ont pour objectif de bloquer l'utilisation de la machine ou de la détourner, par exemple en lui faisant faire des opérations que vous n'avez pas souhaitées, typiquement envoyer des mails à la chaîne ou participer à des attaques informatiques. Alors on parlera également de la sécurité informatique plus en détail, mais bon, ça fait partie malheureusement des types de logiciels et il faut le savoir. Voilà, donc deuxième classification, ça va être par type de licence. Alors là, on va avoir deux grandes familles. La famille des logiciels libres, mais là je ferai une vidéo complète sur les logiciels libres à l'avenir parce que c'est vraiment intéressant de connaître à la fois le système de licence et aussi les possibilités qu'on peut avoir avec des logiciels libres. Et puis les logiciels propriétaires, donc des logiciels propriétaires qui sont souvent plus avancés, mais pas toujours en termes de fonctionnalité, mais qui sont payants. Donc voilà, ça reste à voir quelle est votre préférence et quelles sont en fonction des possibilités. Voilà, donc nous avons quatre types de licences ou de fonctionnement des logiciels propriétaires. Vous pouvez avoir des licences perpétuelles, c'est-à-dire que vous achetez votre logiciel dans une version X, par exemple la version 4, et vous avez le droit d'utiliser cette licence jusqu'à ce que vous souhaitez arrêter. À vie, quoi, concrètement. Les limites de la licence perpétuelle, c'est que le logiciel n'est plus mis à jour et que vous allez continuer à mettre à jour votre système et qu'un jour, le programme ne fonctionnera plus sur votre système. Donc souvent, ça s'arrête comme ça. Alors, deuxième type de logiciel, ça va être les logiciels à utilisation gratuite, ce qu'on appelle les freeware. Ça existe, effectivement, il y a des programmes qui ne sont pas open source, qui ne sont pas libres, mais qui sont quand même gratuits d'utilisation parce que leurs auteurs ont décidé de travailler, mais ils ne veulent pas pour autant donner leur source. Voilà.
Ensuite, vous avez une autre famille qui sont les shareware. Donc, alors, ce mot est un petit peu ancien, il n'est plus tellement utilisé, mais ça correspond aux programmes qui sont gratuits pour une utilisation limitée et qui intègrent des fonctions payantes. Alors très très proche de cette logique, nous avons les logiques d'abonnement qui sont très en vogue aujourd'hui et qui se développent beaucoup. Donc là, c'est des programmes pour lesquels vous devez payer tous les mois pour pouvoir les faire fonctionner. Donc vous payez une somme modique chaque mois, mais vous la payez quand même tous les mois. Et si vous arrêtez l'abonnement, eh bien parfois vous pouvez continuer de lire vos fichiers, parfois c'est fini. Voilà, donc ça c'est un autre système. Et donc voilà, nous avons fini notre tour d'horizon sur l'organisation logicielle de l'ordinateur. J'espère que ça aura été suffisamment clair, pas trop compliqué. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Je reste évidemment disponible pour échanger avec vous sur le forum. Franchement, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous n'avez pas compris tel ou tel point, posez vos questions et je tâcherai d'expliquer autrement, peut-être par écrit ou peut-être par une vidéo complémentaire. C'est tout à fait possible également. Donc voilà, dites-moi si vous avez compris aussi. D'ailleurs, si vous avez compris, dites-le, ça me ferait plaisir de le savoir. Comme ça, je serai rassuré. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt. Au revoir.